Anglade Perrier, c'est un administrateur et un stratège de la gouvernance d'entreprise et il est certifié comme administrateur avec de multiples certifications. D'abord, administrateur agréé au Québec, certification d'administrateur de société, une certification délivrée par l'Université Laval. Il a aussi le Chartered Director Certification, aussi une certification de la NACD. Peut-être qu'il pourra et donner plus de détails là-dessus. Ça, c'est des États-Unis. Donc, Anglade a été président du chapitre de l'ISACA à Montréal, où il a dirigé une communauté d'experts en audit, en risque et sécurité TI. Euh, maintenant, Anglade est fondateur d'un cabinet qui s'appelle TECAP, qui propose des services de conseil en gestion de risque et en gestion de risque cybernétique et joue aussi le rôle de Virtual CISO, VCISO pour certaines institutions. Donc, aussi, Anglade est actuellement sur le conseil d'administration de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins. C'est ici au Québec. Donc, la première partie de notre débat sur comment protéger ces données personnelles et professionnelles, on va l'avoir avec Anglade. Donc, sur ce, je passe la parole à Anglade. Parfait, j'étais sur mute, désolé. Merci, Rol, et très belle présentation. Plus rien à ajouter, je pense que tu as tout dit. Mis à part que tu pourrais juste ajouter, c'est également un ancien de la Faculté des sciences. Mais Oui. c'est juste un petit détail. Et aujourd'hui, ça fait plaisir de partager avec vous un peu les enjeux qu'on a relatifs à la protection des données, voir un peu quand on monte un programme de cybersécurité, comment on approche la sécurité des données de façon à large et voir un peu, par exemple, les différentes options, les différentes solutions, les différents contrôles de sécurité, que ce soit les contrôles technologiques qu'on va déployer, en quoi on peut l'insérer dans un contexte beaucoup plus global. Je vois qu'il y a la main de Samsung levée, je ne sais pas, ou je te laisse modérer pour faire. Oui, oui, oui. Tu peux continuer, Samsung, si tu as quelque chose, tu peux le mentionner dans le chat. Et puis, on encourage les gens à se renommer. Par exemple, s'il y a iPhone, Samsung, laptop moins, par exemple, juste renommer, mettre le nom, ça va faciliter les échanges. Donc, merci de mettre les messages dans le chat. Tu peux continuer en place. Super. Donc, si ça vous dérange pas, je vais juste partager mon écran rapidement, juste pour mettre la table. Là, vous devriez voir mon écran. Oui. Super. Comme je dis, ce qu'on va essayer de faire, c'est mettre en contexte, parce que la protection des données, c'est très large. OK? Donc, vous allez voir que la façon qu'on va positionner la protection des données, ça va nous amener vers différents contrôles qui, eux, juste concevoir, implémenter ces différents contrôles ou tester ces différents contrôles, c'est tout un chapitre. Mais ça commence toujours par qu'est-ce que j'ai comme données, pourquoi les données sont pertinentes, pourquoi on devrait protéger les données. Donc, dans cette présentation, je vais juste présenter les principes universels. Pourquoi je dis universels? En réalité, peu importe les référentiels de protection de données que vous allez considérer, que ce soit peu importe les référentiels de cybersécurité que vous allez considérer, que ce soit ISO, que ce soit le NIST-CSF, que ce soit CIS, c'est les mêmes principes qui reviennent avec des contrôles, avec un niveau de détail différent ou beaucoup plus détaillé, dépendamment de quelle perspective vous souhaitez. Donc, c'est pour cela que je vais essayer de ramener les principes universels et puis on y va un petit peu plus en détail, dépendamment de l'allure de la discussion. Euh, un, protection de données, pourquoi c'est pertinent? À quoi on devrait penser quand on pense à la protection de données? J'aime prendre cette image, c'est penser un instant à la protection d'une bibliothèque. OK? Imaginez un instant, vous avez la gestion d'une bibliothèque qui a des livres
très rares que vous devez protéger. OK? Probablement, la première chose que vous allez faire, c'est avoir un inventaire de tout ce que vous avez dans votre librairie ou dans votre bibliothèque. Right? La nature de ces livres, la valeur de ces livres, etc. Donc, ça veut dire que ça commence par un inventaire. Ensuite, vous allez probablement vous dire, OK, qui devrait avoir accès à quoi? Donc, je me rappelle avoir vu un documentaire justement sur une bibliothèque à Vatican. Il y a un espace pour entrer, vous devez vous faire accompagner, et puis vous devez consulter le livre sur place et impossible de prendre des photos, etc. Il y a tout un ensemble de protocoles, tout un ensemble de règles autour d'avoir accès à ces livres. Et ça va plus loin. Dans cette même bibliothèque, probablement que vous allez établir des directives claires sur quel type de livre qui devrait être prêté, quel autre type de livre qui devrait pas être prêté, c'est quoi les règles pour retourner le livre, si les livres ne sont pas retournés, c'est quoi les pénalités. Donc, vous voyez, donc, la protection des livres dans une bibliothèque, c'est pas juste une question, on met un cadenas sur pour la bibliothèque et puis merci, bye, bonsoir, tout est réglé. Et puis, probablement, il y a un responsable de la bibliothèque qui va assigner des rôles et des responsabilités à chacun. OK? Euh, en fonction justement des besoins ou en fonction de la réalité de la bibliothèque. Et dans certains cas, on va vouloir même placer des caméras pour protéger et détecter pour voir si quelqu'un rentre par effraction ou pas, ou quelqu'un aurait tenté de voler un livre ou pas. Donc, tout ça, c'est juste pour attirer votre attention. On est en train de juste parler de sécurité d'une bibliothèque, mais vous voyez l'ensemble des éléments à considérer juste à parler de la sécurité d'une bibliothèque. Eh bien, c'est le même principe avec la protection des données. Toute protection des données, ça commence par un inventaire. Quel type de données que j'ai? Donc, si je veux protéger quelque chose, je dois connaître la valeur de cette information que je veux protéger. Donc, ça commence d'abord par un inventaire. Et puis, un inventaire, c'est une chose, mais il faut comprendre le contexte dans lequel la donnée, je le traite, je l'utilise. Il y a certaines données que, il y a des lois, des exigences réglementaires qui sont autour de la donnée. Et il y en a d'autres, c'est juste que ces données sont utilisées pour créer de la valeur, pour créer des bénéfices pour nos parties prenantes ou pour nos propriétaires d'entreprise, ou pas propriétaires d'entreprise, ou pour les actionnaires, etc. Donc, je dois savoir c'est quoi la valeur que je suis en train de protéger. Donc, vous allez voir que et cette notion-là de connaître la valeur de l'information, de la donnée que je veux protéger, ça va déterminer plus tard quel type de stratégie que je vais mettre en place. Ça va déterminer plus tard les investissements que je vais consentir à protéger la donnée. Laisse-moi juste prendre un exemple. Disons que vraiment basic. Disons que j'ai une donnée qui me coûte prenons l'image concrète. Disons que vous avez une télévision à la maison que ça vous coûte 200 dollars, par exemple. Est-ce que vous allez prendre un agent de sécurité, utiliser des caméras qui vont vous coûter 1000, 1200, 2000 dollars? Donc, tout le package pour protéger la télé de 2000 dollars. Est-ce que ça a de l'allure? Donc, j'ai une télé à 200 dollars. Le pire qui peut arriver, quelqu'un qui le vole, et puis je vais dépenser 2000, 2500 dollars juste pour protéger la télé. OK? Eh bien, c'est la même logique quand on veut protéger les données au sein d'une entreprise. Je dois connaître c'est quoi la valeur de la donnée et c'est ce qui va me permettre de déterminer quelle stratégie adopter, quel type de contrôle à implémenter et le montant que je veux investir pour protéger ces données. OK? Donc, ce qui nous amène à parler des différents concepts de protection de données. Quand on parle de protection de données, on parle les fameux CIA, confidentialité, intégrité et disponibilité de la donnée. Quand on parle de la protection de la donnée, vous allez voir que on parle des contrôles, pas juste les contrôles technologiques comme je l'ai fait avec mon exemple pour la protection de la bibliothèque, pas seulement les contrôles technologiques, c'est-à-dire des solutions de chiffrement, des contrôles sur la protection de réseau, les déploiements de pare-feu, mais c'est un tout global et cohérent avec la gouvernance en définissant les rôles et les responsabilités, qui fait quoi, les encadrements, les principes, les politiques et ensuite et ainsi que les solutions technologiques. OK? Et pour atteindre quoi? Pour atteindre justement les objectifs de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité. Je vais essayer d'aller plus rapidement pour vous laisser plus de temps et pour les questions.
Confidentialité, intégrité de disponibilité, c'est classique. Je ne vais pas reprendre la définition, mais ce que je veux ramener ici pour que vous puissiez comprendre, une donnée, sa valeur change dans le temps. Prenons par exemple, OK, une institution ou une entreprise qui est cotée en bourse. OK? Donc, on appelle une entreprise publique. Cette entreprise, il est fait obligation de publier ses états financiers. OK? Euh, Avant la date de publication des états financiers de cette entreprise, cette information est confidentielle. Au point que quelqu'un qui utilise cette information, disons que vous êtes à l'interne de l'entreprise ou vous avez des couloirs, vous savez que l'état de santé de l'entreprise est mauvaise, OK? Et c'est une institution qui est cotée en bourse, OK? Avant même que les états financiers soient publiés, vous avez accès à ces informations et vous décidez, par rapport à l'état de la situation qui est présentée pour cette entreprise, donc je vais liquider toutes mes actions. OK? Ça s'appelle délit d'initié. On parle de la même information, alors qu'à l'instant T, quand cette information est publiée, cette information est devenue publique. OK? Donc, vous voyez, donc, les concepts de confidentialité, d'intégrité et de disponibilité de l'information, oui, c'est des informations classées, mais il faut comprendre qu'il va falloir l'appliquer tout le long du cycle de vie de la donnée. De même, il y a certaines données qui sont sensibles, qui sont encadrées par la loi, notamment les données sur les renseignements personnels, par exemple. OK? Donc, les contrôles que je mets sur une donnée en production, qui sont des données personnelles des gens, je vais appliquer les mêmes contrôles de sécurité, même quand ces données sont archivées. OK? Même quand ces données sont archivées sur disque et stockées ailleurs. Pourquoi? Parce que la sensibilité de la donnée reste telle qu'elle parce que c'est encadré par la loi. OK? Donc, vous voyez, donc, ce n'est pas juste une question de confidentialité, intégrité et disponibilité, mais il faut voir tout le long du cycle de vie de la donnée. Donc, quand on parle de protection de la donnée, oui, c'est garantir la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité, mais pas juste à un instant T, mais c'est vraiment tout le long du cycle de vie de la donnée. OK? Euh, Ce concept de cycle de vie de la donnée, ok, qui de plus en plus on en parle, et de plus en plus amène des défis quand on définit une stratégie de protection de données au sein d'une entreprise. Depuis sa création jusqu'à sa destruction ou jusqu'à l'archivage de cette donnée. Ok. Euh, l'un des enjeux qu'on a dans le cycle de vie de la donnée, imaginez un instant que vous avez plusieurs directions, OK, qui créent. Prenons un exemple concret, OK? Imaginons que vous êtes une institution financière, OK? Vous avez un département de marketing. Ce département de marketing envoie des plans faits, des communications à des prospects, OK? Des gens qui sont ciblés pour devenir des clients. Donc, ils ont des données sur cette personne, leur nom, leur prénom, etc. Donc, c'est des lots d'informations que le département de marketing a été capable de collecter dans son processus. Maintenant, une fois que ce prospect, OK, ce client potentiel devient client, donc ça veut dire il rentre à la banque, il ouvre un compte, il a des données personnelles qu'il va fournir pour pouvoir ouvrir ce compte, etc., etc. D'autres informations additionnelles qui probablement va se retrouver entre les mains de la direction des opérations de la banque. OK? Maintenant, comment on va s'assurer, comment on va s'en sortir? Parce que c'est le même individu. On a des informations qui proviennent du marketing, on en a qui proviennent des opérations et on en a à la rigueur. Imaginez que ce même client, cette même personne devient un employé de la banque. Donc, ça veut dire qu'il y a également des données de ce même individu que vous allez retrouver dans les systèmes RH de la banque. Donc, ça veut dire ce même individu, il y a des données un peu partout qui sont éparpillées et puis là, vous devez protéger l'ensemble de ces données. OK? Donc, la logique, ce serait de ramener toutes ces données vers un entrepôt central et là, vous allez pouvoir appliquer les contrôles. Mais vous allez voir que, dépendamment de la direction où vous vous trouvez, euh, c'est pas le même niveau de sensibilité qui est requis. Là encore, ça va amener un lot de défis. Donc là, on est dans la création ou dans la collecte de données. Maintenant, si j'ajoute la touche et la couche additionnelle qui est la protection des renseignements personnels ou la protection des vies privées. Beaucoup des lois actuellement autour de la protection des données personnelles
exige que la personne fournit son consentement lors de collecte ou de modification de la donnée. Donc, ça ajoute une complexité dans le cycle de vie de la donnée. Donc là, on en est au début. Donc, dans le traitement, n'en parlons pas. Pour l'intégrité des opérations, la fiabilité des données, n'en parlons pas. Maintenant, amenons-nous sur... Maintenant, il arrive le temps que je dois détruire cette donnée. Je dois retirer cette donnée dans mes opérations. Là encore, vous allez voir qu'il y a des défis qui sont liés à la protection de cette donnée, même quand on arrive à la fin de vie de cette donnée. Je vais conserver cette donnée pendant combien de temps? Si j'ai une investigation qui doit être faite dans les 3 ans remonter au dernier moment, est-ce que j'aurai les données nécessaires pour pouvoir retracer une transaction frauduleuse qui touche cette personne? Est-ce que, par exemple, je serai en mesure de répondre aux exigences de la loi qui me demanderaient, par exemple, certaines transactions pour une telle personne? Donc, vous voyez, la destruction de la donnée, c'est pas juste une question de je me lève un bon matin et je décide de détruire la donnée. Il y a un ensemble d'éléments autour de la destruction. Maintenant, admettons que j'arrive à la conclusion que malgré qu'on a répondu à toutes ces questions, la conclusion que c'est oui, je vais détruire cette donnée. Maintenant, comment je vais détruire la donnée? Est-ce que je vais juste effacer les données sur un disque? Est-ce que je vais détruire physiquement le matériel? Ça va dépendre de la sensibilité de la donnée. Donc, ça veut dire même les règles, même les techniques de destruction que je vais utiliser, ça va dépendre de la... Désolé. Ça va dépendre de la sensibilité de la donnée. Un autre élément assez intéressant que je veux amener à sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est la différence entre la cybersécurité ou la protection de la donnée et la protection de la vie privée. OK? Sur la protection des données, ce qui m'intéresse, c'est vraiment la donnée et les impacts que ça va avoir sur mes opérations en tant qu'entreprise. OK? Alors que quand je suis dans une réflexion de protection de la vie privée, ce qui m'intéresse, c'est comment ça va impacter la vie de la personne. C'est pour cela que vous allez voir que dans certaines organisations ou dans certaines institutions, ils vont parler de préjudice que ça pourrait apporter à la personne s'il y a un incident qui arrive. Encore exemple, prenons l'exemple d'une institution financière que vous avez plusieurs données personnelles des gens. OK? Il y a eu fuite de données, etc. OK? Dans une perspective cyber, oui, il va y avoir un impact parce que vous allez payer des pénalités pour cette fuite de données. Maintenant, mettons-le autrement. Maintenant, cette donnée des gens-là qui ont été fuités, qui ont été leakés, fuités, que quelqu'un d'autre utilise ces données justement pour faire des vols d'identité. On vient de porter préjudice à cette personne, OK, qui va perdre son identité ou qui va devoir entamer un ensemble de processus pour rétablir son profil ou son identité. OK? Maintenant, au-delà de ça, l'autre élément que je trouve assez intéressant dans tous les référentiels qui parlent sur la protection des données ou la vie privée, c'est ce qu'on appelle l'utilisation éthique de la donnée de la personne, OK? Qui devient assez intéressant. Là encore, continuons avec notre exemple sur les institutions financières. Je collecte des données personnelles. OK? Je dois les protéger dans une perspective cybersécurité pour protéger l'organisation, sur les exigences de la loi pour protéger la personne que je collecte ces informations, mais au-delà de ça, l'utilisation que je vais faire avec la donnée ne doit pas impacter la personne. C'est l'utilisation éthique de la personne. L'exemple concret, par rapport aux données qui sont collectées, imaginons un instant, tout le monde aujourd'hui parle de AI, d'intelligence artificielle, imaginons un instant que je développe un modèle, OK, pour traiter ces données et puis qui va, par exemple, décider d'attribuer un crédit à une personne basée sur ces informations. Là, je suis pas mal sur, je dirais, dans une zone grise et je peux tomber rapidement dans cette zone noire pour pénaliser la personne, etc., par rapport à d'où vient cette personne, sa race, sa situation sociale, etc. Donc, plein d'affaires. Cette utilisation éthique, ça rentre également aujourd'hui dans ce qu'on appelle la protection des données. Donc, tout ceci étant dit,
OK? Donc, vous comprenez que c'est au sein d'une entreprise. euh, je sais que dans la présentation, on devrait capitaliser et sur le volet personnel et sur le volet entreprise, mais je prends les deux, je le mets sur le chapeau que c'est une entreprise qui doit protéger cette donnée. OK? Donc, ceci étant dit, si vous voyez l'ensemble de ces implications, c'est là la pertinence d'avoir une approche optimale, une approche globale sur la protection de données, une approche sur, finalement, basée sur les risques. Quel type de données que j'ai? Quels sont les risques qui sont associés à ces données que j'ai dans mon environnement? Et quels sont les contrôles que je vais mettre en place pour réduire ces risques? OK? Donc, c'est là que j'adopte une approche globale et intégrée sur la protection des risques, sur la protection des données, désolé. OK? Euh, les risques, ça pourrait être, comme je disais, l'environnement légal, parce qu'il y a des lois qui sont autour de cette donnée. Donc, on vient de prendre l'exemple de la loi SOX sur la publication des états financiers de certaines organisations qui sont des organisations publiques. Je parle des données personnelles. Je parle des numéros de carte de crédit. Donc, vous avez des encadrements clairs qui disent que ce type de données doivent être protégées. OK? Deuxième élément qui va influencer le niveau de risque et le niveau de contrôle, le niveau d'effort que vous allez mettre pour protéger ces données, c'est le deuxième élément, c'est la valeur de la donnée pour vous. Cette valeur, c'est à quel point j'utilise cette donnée pour créer des bénéfices. Vous allez me dire, ouais, mais c'est très farfelu ou à haut niveau. Mais je vais juste vous dire, regardez les entreprises qui sont, dont la capitalisation boursière sont beaucoup plus importantes aujourd'hui. On parle de Google, on parle de Facebook, ils font quoi? Tous leurs modèles sont autour des données. Donc, si aujourd'hui encore vous vous posez la question, est-ce qu'on peut faire de l'argent avec les données? Regardez ces organisations. Donc, aujourd'hui, on n'en parle même pas. D'ailleurs, vous voyez la tendance vers des créations de nouveaux profils professionnels, que ce soit analyse de données, que ce soit la protection de données, que ce soit l'intelligence artificielle. Tout ça, c'est autour de la donnée. Vous voulez déployer un modèle, ça prend des données pour entraîner votre modèle. OK? Donc, vous voyez, c'est autant d'activités ou encore autant d'éléments qui sont autour de la donnée. Donc, la question de est-ce qu'on peut faire de l'argent avec la donnée, cette question ne se pose même pas. Donc, vous voyez, j'ai, oui, des exigences. Oui, cette donnée a une valeur, donc je peux l'utiliser pour créer de la valeur. Mais l'autre élément qui va déterminer aussi l'effort que je vais mettre, c'est comment quelqu'un pourrait utiliser cette donnée justement pour me faire mal. OK? Exemple concret. Euh, dans ma pratique professionnelle, j'ai déjà rencontré des entreprises qui ont été victimes de ransomware ou de rançongiciel. Donc, c'est ces fameux attaques où vous avez tous les données de votre environnement qui sont complètement chiffrées, qui sont encryptées et vous ne pouvez pas les récupérer. OK? Et puis, le cybercriminel exige un montant X pour pouvoir restaurer les données. Je peux vous dire que ces montants peuvent être aller très, très, très loin et vous avez deux scénarios qui se présentent à vous. Et un, avoir la capacité pour payer cette rançon pour pouvoir rétablir cette donnée. Donc, cela veut dire, vous voyez, ça peut faire mal. Et deux, comment utiliser même quand vous avez l'argent, comment vous allez vous assurer que vous allez payer la rançon sans enfreindre une autre loi qui serait la loi sur le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme. OK? Par exemple, si ce groupe qui arrive à chiffrer les données dans votre écosystème, OK? Ces groupes, c'est des groupes, oui, cybercriminels, mais rattachés à ces activités et qui sont encadrés par la loi, que vous devez normalement, de l'argent qui sort entre vos mains pour aller vers ces groupes, c'est complètement interdit, sinon vous pouvez tomber sur la loi. Donc, vous voyez, donc vous vous retrouvez dans une situation, un, peut-être que vous n'avez pas l'argent pour payer la rançon et rétablir les données, et deux, même quand vous avez l'argent, euh, vous devez quand même prendre une consultation
pour savoir est-ce que vous n'allez pas tomber sous les joues d'une autre loi ou enfin une autre loi. Donc, c'est autant de complexité quand on parle. Donc, quand on parle d'une approche basée sur les risques, c'est de tous ces éléments qu'il faut considérer. Et puis ensuite, OK, ensuite, ça va déterminer le type de contrôle qu'on veut mettre en place. Un, comprendre votre environnement, comprendre votre risque, évaluer les risques autour de ces données, que ce soit ces données personnelles ou ces données qui ont une valeur pour l'entreprise. Et là, ça va vous amener à déterminer, à identifier les contrôles. OK? Les contrôles, vous allez trouver partout dans les différents référentiels. Je ne sais pas si je suis encore dans le temps. Oui, OK. et c'est ça, j'allais te dire que maximum 5 minutes à ce niveau. OK, c'est bon. Ce type de contrôle euh, à mettre en place, donc, dans les différents référentiels, vous pouvez vous inspirer, mais l'essentiel, c'est que ce que je veux attirer votre attention, on ne parle pas ici que uniquement des contrôles technologiques. OK? Si je suis une organisation et qui développe des applications et ces applications vont manipuler des données sensibles, eh bien, là, je dois m'assurer d'ajouter des contrôles de sécurité dans la pratique de développement, faire des tests de sécurité, faire les pen tests avant de déployer une solution en production, par exemple. Disons que j'ai des données qui sont régies par la loi, que je veux établir, je veux garantir une séparation entre les différents événements. Aujourd'hui, on en parle beaucoup de ZTA, Zero Trust Architecture, Architecture Zero Trust, que Patrick probablement va nous en parler quand il va causer davantage. Aujourd'hui, c'est la journée du chiffrement. Vous allez voir que c'est une solution technologique pour garantir la confidentialité et à la rigueur l'intégrité de la donnée. Mais toutes ces solutions techniques, ils vont créer de la valeur, ils vont avoir un sens. C'est quand vous le placez dans ce contexte du risque. Et puis, naturellement, peu importe l'ensemble des contrôles que vous allez mettre en place, il va toujours y avoir des incidents. Euh, c'est quoi les moyens que vous allez mettre en place pour détecter ces incidents? Par exemple, votre service SOC, par exemple, OK, qui permet d'identifier les événements de sécurité, de les détecter, de les rapporter régulièrement. Donc, il faut avoir ce mécanisme. Donc, juste mettre en place les contrôles sans la surveillance, on n'est pas plus avancé. Et puis, naturellement, comme je dis, peu importe l'effort que vous allez mettre, et compte tenu des acteurs qui sont dans l'écosystème actuellement, il y en a ce qu'on appelle les APT, les Advanced Persistent Threats, qui sont des groupes qui sont financés par des acteurs étatiques. Ils ont l'argent, ils ont les ressources, ils ont les compétences. Donc, en réalité, s'ils veulent vous cibler, ils vont vous avoir. Mais dans ce cas-ci, quand ça va arriver, c'est quoi les moyens que vous avez pour rétablir vos opérations? Ça aussi, c'est des contrôles à considérer quand vous concevez un programme de protection de données dans une organisation. Donc, l'approche, c'est oui, le besoin, oui, une stratégie efficace pour répondre aux besoins. OK? C'est pas commencer par multiplier les solutions technologiques, mais il faut comprendre c'est quoi le contexte, c'est quoi le besoin. Deuxième élément de l'approche structurée, deuxième élément dans l'approche structurée, c'est faire création de valeur, protection de valeur, utiliser la donnée pour créer de la valeur, utiliser les contrôles pour protéger la valeur créée sans impacter les opérations. Ça aussi, c'est un autre défi dans le programme ou dans l'approche de sécurité. Et puis là, il y a les enjeux actuels. Comme je dis, c'est avec l'émergence de plein de solutions. Tous les exemples que j'ai pris tantôt, c'est comme si, par exemple, vos données étaient dans un serveur chez vous, dans un centre de données, alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui adoptent qui embrassent le cloud, l'info nuagique, donc déployer de leurs solutions dans le cloud. Ça aussi, ça amène son lot de risques ou son lot de problèmes. Maintenant, comment vous allez approcher, ça je vais le laisser pour les questions, comment vous allez approcher la protection des données dans un environnement cloud, par exemple, qui sont hébergés chez un fournisseur. L'évolution de la réglementation, il y en a de plus en plus. Tout récemment, il y a la loi sur garantir la résilience des institutions financières. Donc, l'Europe a publié le DORA. OK? Donc, c'est juste pour vous dire que tout ce qui touche TI aujourd'hui, c'est pas mal réglementé et ça va au fur et à mesure en termes de complexité et en termes de, de besoins. Et ce qui m'amène à
faire le lien, comme Prophète m'avait demandé de faire le lien avec les différentes certifications que j'ai. Et c'est ce qui m'amène à, par exemple, parler de justement, compte tenu que l'enjeu que ça représente sur la protection des données dans les entreprises et les enjeux stratégiques ou les enjeux liés à la conformité, ce sujet est traité par les conseils d'administration. OK? Les conseils d'administration sont de plus en plus conscients par rapport à ça. Ils veulent avoir une vision plus éclairée par rapport à ça pour pouvoir challenger les présidents des organisations ou les execs des organisations, les exécutifs des organisations, pour qu'ils s'assurent qu'ils mettent en place les bons éléments pour pouvoir non seulement satisfaire la loi, mais également créer de la valeur à long terme. Donc, merci. J'espère que je suis resté dans le temps. Le reste, on va le traiter avec les questions. Merci. Et voilà. Merci, merci Anglade. C'est toujours un plaisir euh, de te suivre et de te voir partager avec nous, surtout quand on parle de sécurité au sens large, sécurité des données au sens large, parce que assez souvent, oui, on voit, oui, sécurité, outils, et on est un peu comme dans une boîte et, ou un silo. Des fois, on a des angles morts, on oublie certains aspects. Merci encore.